retour gagnant et vous êtes au bon endroit. Dimanche sur Eurosport, vous l'avez suivi. L'Open d'Australie, le premier grand chelem de la saison, s'est achevé et on a plein de choses à vous dire sur ce tournoi et sur les vainqueurs, Madison Keys et Yannick Sinner. Et on est en bonne compagnie pour débriefer cet Open d'Australie. Arnaud Clément, Romain Bouchenot sont avec nous. Vous êtes prêts à dire de belles choses sur ce tournoi? Prêts. Bonjour Anne, bonjour. Salut, salut à vous deux. Vous avez tous les deux commenté pendant l'Open d'Australie sur Eurosport, sur Max. Donc vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce tournoi. Il y a une image qu'on a voulu retenir pour démarrer. C'est celle qui a été postée, une photo postée par Alexander Zverev, le finaliste malheureux, après avoir perdu cette finale sur le court face à Yannick Sinner. Eh bien, il a partagé l'avion avec l'Italien. Il a posté la photo sur les réseaux sociaux où il a ajouté ce commentaire. Eh bien, au moins cette fois, je serai devant lui, puisqu'il était devant lui dans l'avion. Finaliste malheureux, il y a eu cette image aussi qu'on a retenue de ses larmes à Sacha Zverev, consolé par Yannick Sinner lors de la remise des trophées. Elle a été dure à avaler, cette défaite pour Alexander Zverev. On y reviendra. C'est un beau geste de Sinner quand même. Alors c'est le geste du gagnant, évidemment, mais ce sont des images qui font plaisir à voir. Oui, alors ça c'est... Pas pour Zverev, peut-être. Non, mais oui, je suis toujours... vous savez, quand on n'est pas sur le circuit, c'est toujours difficile de juger. On voit aujourd'hui des joueurs beaucoup qui semblent être plus proches encore qu'à une certaine époque, malgré la rivalité qui est la leur sur le terrain. Après, on est aussi dans une ère où on communique beaucoup plus. Alors, je ne veux pas porter un jugement quelconque sur la sincérité, à un moment donné, des images qu'on peut voir. Mais parfois, je me pose un peu plus de questions, simplement. Ça semblait assez spontané. Ouais, moi j'ai trouvé ça beau. Et puis pour Zverev, je trouve que ça ressemble un peu à l'image de 2009, quand Rafael Nadal a des bons mots pour Roger Federer qui est en larmes à l'Open d'Australie. Aussi. Et derrière, il gagne Roland Garros. Donc c'est on peut souhaiter à Zverev, non? Oui, accordons-lui au moins ça. Voilà, c'était la petite image qu'on voulait retenir. Un Sinner attentif dans le rôle du bourreau qui console, mais qui a quand même marché sur ses adversaires et particulièrement sur Zverev en finale. On va y revenir, mais avant, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire en regardant ce petit film du tournoi dans le tableau masculin. I would lie if I would tell you that I forget. No, it's not like this because it's something what I have with me now for quite a long time. I haven't done anything wrong, that's why I'm still playing. The way he played his first Grand Slam match against his first top 10, it's unbelievable. I'm super impressed by both these guys. Some are going to be, incredible players. I feel like the margins become smaller. You're not getting as many free points, and the game has shifted more towards a physical game. That's it. New blood is coming. Physically, I don't think he's 38. I think I'm the best athlete at 38 years old on the tour, yes. That for sure. Experience helps of understanding how to face adversity and draw the right necessary strength and energy that you feed off in order to win a tennis match. I was struggling, physically, playing against a tough opponent, but also playing against myself. I really needed you guys today, so it's 90% yours and 10% I try to make you happy. Thank you so much. Yeah, look, I'm going to be completely honest and transparent. It's tough. He's built this aura from beating everyone. The fact that he's got this top level that he can do this to players, it's pretty surreal.
I still think that I played a high-level set. I think we both did. Was it the way I wanted it to end? No, of course not. Please, guys, don't boo a player when he goes out with injury. I wish Sasha all the best. You know, he deserves his first slam. You know, I'll be cheering for him. Hopefully he can get it here. Des belles surprises dans cet Open d'Australie, de belles découvertes, mais à la fin, c'est toujours Jannik Sinner qui gagne. Il était favori, le tenant du titre, il n'a pas déçu. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa gestion? Parce que l'an dernier, il arrive en ayant une série de victoires impressionnantes. On le dit parmi les favoris, il gagne. Là, cette année, c'est un vainqueur de Grand Chelem, c'est le numéro 1 mondial. Il y a cette affaire en plus de dopage au-dessus de ses épaules. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'atteindre, ce garçon, alors qu'il est encore très jeune. Ouais, je trouve qu'il a une qualité qu'on a pu voir, qu'on n'avait peut-être pas vu aussi marquée, même sur les grands chelems qu'il a gagnés avant, c'est être capable. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est l'histoire de dopage, de contrôle positif. Ça, c'est depuis l'été dernier. Il arrive à le gérer quand même depuis l'été dernier. Oui, il a gagné l'US Open. Donc ça, il vit avec. Moi, je pense qu'il n'est pas si heureux que ça quand même. On le voit pas célébrer de la même manière qu'avant. Il y a une retenue permanente chez lui. Mais on voit qu'il arrive à le gérer. Il a hâte que ça soit jugé, quel que soit, je pense, le résultat de ce jugement. Après, c'est la première fois, je trouve, qu'on l'a vu moyen dans une première semaine, qu'on l'a vu vraiment tennistiquement déjà dans un peu perfectible. Il a été contesté, il a perdu des sets. Et puis après, on a vu la gestion qu'il a pu avoir d'un très très mauvais jour. Il était malade. Et il a eu des tremblements. Un jour, il faisait un peu plus chaud. Ce n'était pas des grandes chaleurs qu'on peut avoir d'habitude à Melbourne non plus. Mais ça a coïncidé avec chez lui un état de faiblesse. Et je trouve donc qu'il a cette qualité rare qu'a également Djokovic, c'est de réussir quand ils sont moins bien, avec une petite blessure ou avec un état très particulier, c'était son cas ce jour-là, de pouvoir quand même gérer et de pouvoir quand même donner le mieux de ce qu'il pouvait ce jour-là. Et ce mieux, ça suffisait pour passer au tour d'après. Et après, les choses ont été beaucoup plus faciles. Ça, c'est la marge qu'il a. Et je trouve qu'il a appris, en tout cas, il a montré qu'il pouvait s'économiser aussi sur un tournoi. On l'a vu, fatigué contre Rune, mais ces matchs n'ont pas trop duré. Et heureusement, je pense pour lui, on a parlé du fait qu'il n'ait jamais gagné de match de plus de 4 heures. Il a réussi à gagner en 3 ou en 4 manches des matchs qui auraient peut-être pu basculer à certains moments, notamment la finale, dans ce tie-break. Il joue avec ses forces, il sait que toute l'intensité qu'il met dans tous ses coups, il ne peut peut-être pas le tenir sur 4 heures, 4 heures et demie. Et il sait gagner les points, les moments importants. Il sait bien jouer dans les moments importants. Et ça, c'est la marque d'un grand champion. Et vous avez parlé de Djoko. Tu as parlé de Djoko, ouais, c'est ça. Ouais, c'est la gestion de ces moments-là. Il l'a dit lui-même, je crois, après le match contre Shelton. 2h30, c'est déjà beaucoup pour un match seulement en 3-7. Et il ne sait pas comment il se serait retrouvé s'il avait dû être plus challengé physiquement. C'est peut-être ça encore, ses limites, son physique, même si là, ça a tenu sur la quinzaine. On l'a vu un petit peu moins fort physiquement, moins en jambes peut-être. Il a été... Alors, d'un des progrès majeurs qu'il a effectués ces 2 dernières années, c'est notamment des progrès au niveau technique, au niveau du service. Il a vraiment progressé dans ce domaine. Et pour moi, les 2 domaines, c'est le physique et le service. Donc physiquement, aujourd'hui, il est beaucoup plus fort qu'avant et beaucoup plus capable de tenir le rythme qu'il impose. Le problème pour ses adversaires, c'est que le rythme qu'il impose fatigue beaucoup plus justement celui qui est en face du filet que lui. Parce que lui, il est plus près de sa ligne, il distribue. Moi, il me fait penser par moment même, alors c'est un style de jeu qui n'est pas comparable sur tous les aspects, mais à André Agassi. On distribue, on impose le rythme, on enchaîne assez vite entre les points et c'est la cadence qui est imposée et le côté aura, je suis d'accord sur le côté aura à un moment donné qui a été évoqué, pas par rapport à sa simple qualité tennistique, par rapport à ce qui fait croire aussi à ses adversaires. Et aujourd'hui, en face de lui, on se dit non, mais ce rythme-là, je peux pas le tenir, je vais pas le tenir. Et il fait peut-être croire et penser à ses adversaires que physiquement, il est plus fort qu'eux. Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça n'était pas, en tout cas, complètement sur cet Open d'Australie. Il a affronté des joueurs de type un peu différent. Il n'y en a aucun qui a trouvé la clé, puisqu'il n'a jamais été poussé au 5e set, Jannik Sinner.
On le voit ultra dominant sur cette surface dure. Est-ce qu'on assiste au début de l'ère Sinner? Il est numéro 1 mondial, il gagne tout, il y a très peu de joueurs qui sont capables de le battre. Est-ce que là, on est parti pour avoir cette domination et qui peut aussi s'étendre aux autres surfaces? Je pense évidemment à la terre battue et au gazon surtout, où il a encore de la marge, sachant les progrès qu'il continue de faire à son âge. Non. On n'assiste pas au début de l'ère Sinner. En tout cas, je ne pense pas. C'est une réponse. Non, mais il a 2 ans de plus que Carlos Alcaraz et il a un grand chelem de moins. Ils ont tous les deux gagné toutes leurs finales. On pourra peut-être parler d'Alcaraz, qui a, à mon avis, mal géré son match contre Novak Djokovic. Oui. Mais on n'est pas sur une ère Sinner. Et moi, je parlais du côté physique de Sinner. Sur terre battue, notamment, les échanges sont plus longs. Il peut moins faire mal, il peut moins mettre de cadence. Et on ne l'a jamais vu performer au plus haut niveau à Roland-Garros, même s'il a déjà très bien joué. Et je pense que ça, c'est une limite dans son jeu. Il va falloir qu'il arrive, je pense, Arnaud, à progresser dans la durée et dans l'échange, parce qu'il ne frappe pas de toute façon mal de la même manière sur terre battue. Et je vois notamment en Carlos Alcaraz quelqu'un qui peut l'embêter sur dur, qui va l'embêter sur dur. Et là, j'aurais aimé les voir jouer l'un contre l'autre, mais qui l'embêtera forcément sur gazon et sur terre battue. Ouais, alors je suis assez d'accord instinctivement. Ma première réponse, c'est aussi non, c'est pas le début de l'ère Sinner. Après, ça dépend aussi un petit peu des autres. Ça dépend des autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont 2 à se détacher de manière très nette par rapport au reste du circuit. On va voir ce qui va se passer dans les années à venir. On a pu voir, eux sont arrivés relativement vite quand même. En tout cas, la progression de Sinner qu'on connaissait un petit peu plus en 1 an, 2 ans, hop, on le disait, attends, là, ça va peut-être stagner entre la 5e et la 10e. Finalement, on a vu que ce n'était pas le cas. Alcaraz, on ne le connaissait pas, en 2 ans, il a tout fait exploser. Alors aujourd'hui, entre ces deux-là, donc il y en a d'autres qui vont pouvoir arriver peut-être. On a vu pas mal d'images de la nouvelle génération à suivre. Alcaraz a des progrès à faire. Pour aller matcher sur cette surface, ce n'est pas non plus interdit qu'il les réalise. Il connaît ses axes de travail. Il a commencé à bosser dessus, je pense notamment à son service, qui est pour lui qui n'est pas une arme quand il joue sur dur, alors que c'est une arme pour beaucoup d'autres. Mais avec une arme supplémentaire comme le service, là, on voit qu'il se cherche, il a changé sa technique. Ceux qui cherchent en général, à un moment donné, ils trouvent quelque chose, quoi. Il ne sera peut-être pas un aussi bon serveur que Sinner ou que Zverev, bien sûr, mais en progressant dans ce secteur en première et en deuxième balle, je pense que ça sera pour lui aussi beaucoup plus de confort sur le reste du jeu. Là, il a été pris à la gorge à cause de son service sur une phase de retour exceptionnelle de Novak Djokovic, mais une phase qui a duré un petit peu longtemps quand même. Et dans les moments mais voilà, c'est Djokovic en face, c'est toujours le meilleur retourneur du monde, c'est vrai. Mais voilà, à une certaine époque, certains arrivaient à trouver quelques solutions pour le bloquer, en tout cas pour ne pas être autant dominé sur un enchaînement de jeux de service complet. Je pense à Federer. Alors c'était un autre niveau de service, mais il va falloir, en tout cas pour matcher, qu'il progresse dans ce secteur, parce que après, la question c'est est-ce qu'il peut aller gagner Roland-Garros, est-ce qu'il peut aller gagner Wimbledon, Yannick Sinner? Moi je suis persuadé que oui. Surtout quand on le voit travailler comme il travaille et les progrès qu'il continue d'apporter à son jeu, même si en parallèle, Alcaraz, lui, essaye de progresser pour être plus compétitif face à son grand rival, puisque c'est maintenant ces deux-là qu'on voit vainqueurs en Grand Chelem, puisque Zverev, on va y venir, a encore perdu une finale. C'est peut-être à Roland-Garros, d'ailleurs, que l'Allemand aura un peu plus de chance face au top joueur, puisqu'il a à nouveau pas réussi. Là, c'était face à Sinner, il y a eu 3-7 dans cette finale. On va se demander si c'est déjà trop, 3 finales perdues pour Alexander Zverev. Il y a eu l'US Open 2020 face à Dominic Thiem, il y a eu Roland-Garros 2024 l'année dernière face à Carlos Alcaraz. On revoit quelques images là, de la finale, perdue en 3-7 par l'Allemand. Un 3e échec en finale, est-ce qu'il peut y arriver? Ça fait un moment qu'on se pose la question. Il était arrivé avec des ambitions, il les avait affichées, l'Allemand, avec des grands discours. On se souvient de sa fin d'année 2024 où il affichait vraiment tout le travail mis en place. On n'a pas l'impression qu'il ait réussi à hausser son niveau de jeu lors de cette finale, encore une fois. C'est l'éternel second. Murray, il n'avait pas perdu ses 3 premières finales. Justement. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais dans l'ère un peu plus récente, c'est Murray après l'N2, je crois qu'il avait perdu. Rude aussi. Il n'a pas encore gagné. Dominic Thiem a perdu ses 3 premières finales avant de remporter l'US Open contre Zverev. Alors moi, je suis toujours très dur, mais ce n'est pas une volonté particulière de ma part, mais on a l'impression que je suis dur sur les propos. C'est que moi, par exemple, quand il tient des propos sur le travail mis en place, en fait, le travail mis en place, il se voit.
c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le dire, il se voit sur le terrain, le travail mis en place. C'est-à-dire si on arrive la veille de Roland-Garros et on se dit, bon, est-ce que ce n'est pas le moment pour Zverev, on va voir qu'est-ce qui va se passer avant, en fait. Et s'il n'y a pas une évolution dans le jeu de Zverev entre maintenant et Roland-Garros, ça sera la même chose et il ne pourra pas gagner. Alors, pas gagner, c'est un peu violent parce que ça dépend de circonstances. Si Sinner est suspendu et Alcaraz blessé, oui, peut-être il a une chance. Mais s'il a ces deux gars qui sont toujours dans le tableau et qui sont en pleine possession de leurs moyens, pour moi, il n'a aucune chance de battre un, ni de battre les deux, parce que ça peut arriver aussi en fonction du tableau s'il ne garde pas sa place de numéro 2 mondial. Donc, à un moment donné, cet attentisme, il ne pourra pas être jamais, justement, sur ces matchs-là, compensé par la qualité de son service. Mais là, c'était très intéressant. Moi, j'ai aimé ce qui s'est passé en fin d'année dernière. J'ai aimé aussi ce qu'il a dit, parce que j'ai l'impression qu'il a mis ses actes en rapport avec ses paroles. J'ai bien aimé aussi son début de tournoi. Il avait le test ultime, là. Alors qu'il a tout mis en place, et il a expliqué qu'il avait tout mis en place, il avait le test ultime contre le numéro 1 mondial qui était tenant du titre et qui gagne tout sur dur. Et là, il n'a pas du tout répondu présent. Donc ça montre l'écart qu'il a encore avec un joueur comme Yannick Sinner. Il avait tout pour essayer, pour jouer. Moi, je ne l'ai pas vu jouer. Je l'ai vu tête basse, regarder ses baskets et jamais lever la tête. Il avait envie de gagner, mais là, par contre, il n'a pas essayé de gagner. Je n'ai pas l'impression qu'il ait réellement essayé de gagner, essayé de s'adapter au jeu de Yannick Sinner pour gagner. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je l'ai trouvé mou, comme j'ai trouvé mou Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic. Il n'a pas mis en place les choses pour gagner cette finale. Mais pour moi, ce n'est pas le jour de la finale, encore une fois. Pour moi, à un moment donné, et je trouvais ça très révélateur, c'est que je pense que quelque part, il est conscient de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il sait qu'il doit être un peu plus agressif. Il sait qu'il va devoir aller conclure des points au filet. On l'a vu un petit peu plus monter. Mais sur d'autres matchs. Mais en plat très... Pas assez pour moi. À mes yeux, pour moi, il ne le met pas assez en place justement sur les matchs où il sait qu'avec son système de jeu, il va de toute manière gagner. C'est dans ces moments-là qu'il doit le tester pour pouvoir être prêt à le faire. On ne peut pas à un moment donné, le jour de la finale, se dire aujourd'hui je vais être plus agressif, aujourd'hui je vais un peu plus monter au filet et réussir tout ce qu'on entreprend. C'est pas possible de le réussir dans un tel moment de pression, lui qui court après ce premier titre du Grand Chelem. Donc il est en plate des volets, donc on voit qu'il veut, mais ça, pour moi, si ce n'est pas un travail qui fait, par exemple, entre maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, et maintenant, et sur tous ces tournois, jusqu'à Roland-Garros, et encore plus bien sûr quand la saison sur Terre va arriver, il n'aura aucune chance de réussir à le mettre en place de manière suffisante pour pouvoir aller gagner ces gros matchs en demi-finale ou en finale. On prenait comme exemple, j'en discutais tout à l'heure, ce fameux match où il se blesse à Roland-Garros contre Rafael Nadal en demi, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde dit « Ah ouais, si c'était pas blessé, il aurait gagné. » Non, il aurait perdu. Alors, moi, je suis sûr, il aurait perdu. C'est-à-dire que le match, il le domine, mais au final, il n'est pas devant au score à un moment donné, alors qu'il le domine très largement. Et donc, nous, observateurs, on le voit, incroyable, il domine Nadal. Mais il y a un set partout, en fait. Ouais, il y a 7-6. Et Nadal, lui, il sait faire, alors que lui, il ne sait toujours pas. Il ne sait toujours pas, effectivement. Tu as parlé justement du facteur chance. Il l'a évoqué, il a dit « J'espère que j'aurai un petit peu plus de chance ». C'est un peu symptomatique. On est mal, là. Là, on est encore plus mal. Il n'a pas eu de chance. Moi, j'estime quand même que le fait de ne pas avoir eu un vrai match en demi-finale contre Novak Djokovic, qui était aussi un gros test, ça ne l'a pas préparé de la meilleure façon pour cette finale, non? Non. C'est de la chance d'avoir bénéficié de l'abandon. Il n'aurait pas gagné pour moi contre Novak Djokovic. Ah ouais, d'accord. Pour moi, il a pareil. Ça aurait été un premier test. Pour moi, il ne peut pas gagner contre Novak Djokovic, il ne peut pas gagner contre Sinner aujourd'hui en jouant de cette manière-là. Très clairement. Sauf si une défaillance physique de Novak Djokovic sur un match qui est très long. Ça peut être le cas quand même à l'âge de Novak Djokovic aujourd'hui. Mais tennistiquement, ce n'est pas possible. En tout cas, sur un format en 5-7. Parce que quand on regarde son palmarès, là, c'est derrière Novak Djokovic, celui qui a gagné en activité, celui qui a gagné le plus de tournois. Il a 7 Masters 1000, il a 2 Masters et il a les Jeux Olympiques. Donc sur ce format-là, il peut regarder les autres droit dans les yeux. Mais en Grand Chelem, et je pense que c'est mental aussi, il n'y a pas que le côté physique, il n'y arrive pas. Et moi, je pense qu'il n'y arrivera pas. Bon, et ben en tout cas, à lui de se mettre au boulot. Alors, du coup, parce qu'il il a rabouillé pour l'hiver en même temps, effectivement. Mais c'est le test ultime, le Grand Chelem, et pour l'instant, il n'a pas trouvé la clé. Donc c'est qu'il ne travaille pas de la bonne façon, sans doute. Peut-être qu'il y a des choses à modifier. Ça fait des années qu'il travaille avec son père.
peut-être que ça changement peut être d'entraîneur aussi... annoncé par Anne Boyer. Il y a pas du tout, mais peut-être des changements. changements aussi, un nouvel ère. Alors après, ça ne me remet absolument pas, parce que déjà, on ne le connaît pas. Le discours peut avoir son père ou son frère, d'ailleurs, oui, qui est à ses côtés, qui ont peut-être d'ailleurs le même discours que certains observateurs. Mais après, c'est aussi aux joueurs de mettre les choses en place, de s'approprier, de se donner les moyens. Parfois, on ne peut pas violenter les joueurs et on ne peut pas les faire accepter certaines choses par la force. Ce qui est vrai, par contre, c'est que parfois, le même discours avec des mots différents venant de la bouche d'un autre entraîneur, ça peut débloquer certaines choses. On va vous rappeler quand même les noms de ceux qui ont perdu leurs 3 premières finales pour mettre un petit peu de baume au cœur à Sacha Zverev. Ivan Lendl, André Agassi, Goran Ivanisevic, Andy Murray et Dominic Thiem. Il y a Casper Ruud qui a perdu les 3 premières, mais qui pour l'instant n'est pas parti. Et si se jouait en finale à Roland-Garros? Ah bah alors là, ça serait parfait. Il y aurait au moins un vainqueur, du coup, ce serait l'idéal. On va maintenant s'intéresser au tableau féminin, parce qu'il y a eu des très belles choses, il y a eu aussi des belles surprises et une très belle victoire pour Madison Keys. On ne va pas s'attarder sur le parcours des Françaises, mais on voudrait rendre hommage à une Française parce qu'aujourd'hui, Arnaud Romain, on est le 28 janvier. Et il y a 30 ans tout pile, le 28 janvier 1995, c'était Mary Pierce qui allait remporter son premier Grand Chelem. C'est un anniversaire pour la Française. Elle battait en finale Arantxa Sanchez, 28 ans après Françoise Dürr et 12 ans après Yannick Noah. Il y avait un Grand Chelem pour la France, et c'est Mary Pierce qui est allée le remporter il y a 30 ans, jour pour jour. Ça, c'est une belle image. Quelle championne. Et puis avec beaucoup d'images aussi de Roland-Garros en 2000, donc on a une championne immense. Et c'est vrai qu'on fait souvent le bilan un peu des Français, et puis ça va, il n'y a plus de Français, aucun Français ne gagne en Grand Chelem depuis Yannick Noah, c'est nul, et puis on oublie les champions qu'on a pu avoir, qui ont été dans les 5 premiers, qui ont été dans les 10, qui ont gagné des gros tournois, et on oublie toujours les filles. C'est vrai. On oublie Mary Pierce, on oublie Amélie Mauresmo, on oublie Marion Bartoli en permanence. Et ça, c'est pas normal. Bah non, c'est elle, en tout cas, les dernières à avoir remporté des grands chelems pour la France. Et on fera un parallèle avec Madison Keys, avec Mary Pierce. Mais avant, comme pour les garçons, le petit film de la quinzaine dans le tableau féminin. C'est parti. Starting as young as I did, I don't know if I would have the full awareness that I was going to be here, 16 years later. Madison Keys! Number 97 has taken out the 5th seed, Zheng Qingwen. One of the big upsets of the first week, Jessica Pegula. Alina Svitolina is knocked out of 4th seed, and Jasmine Paolini. I was definitely inspired by other moms on tour, but also other athletes that are moms. I was obviously listening a lot to my body. It's, such a big change, physically mostly, and then you start to play and obviously you realize, okay, your tennis is there. Really happy, with how the comeback is going. From Germany, Eva Lees. I feel like second week was always such a dream for me. It's been just a couple of days, and those days have totally changed my life. I feel like my lucky loser position definitely helped me, and sometimes you just need a second chance. 6 months ago, I was still doing injections, and I still didn't know if I could be able to play. And now I'm beating the best players in the world, and I think I'm in my best level. Reigning Australian Open champion Aryna Sabalenka. It's always tough facing your friend, but I'm super happy to see her playing on her best level. Everything she was doing today, touching today, could become gold. She played like a number one, so I couldn't do much more. I hope she's still my friend. I promise Paula we go shopping and I pay for whatever she wants. I would be lying if I said that there wasn't doubts. Being able to just kind of stay as close as I could in that tiebreaker until the end, just really proud of myself for that match. It's unbelievable on defense from Keys. It just kind of feels like everything is happening very quickly, and I'm just kind of trying to figure out what's going on.
de belles histoires dans cet Open d'Australie, dans le tableau féminin. Ça a été assez excitant parce qu'il y a eu des matchs de haut niveau. Les meilleurs étaient au rendez-vous. Il y a eu ces comebacks, ces retours sur le devant de la scène. Je pense à Badosa, à Svitolina, à Pavlyuchenkova même, et à Madison Keys, finaliste en Grand Chelem à l'US Open en 2017, qu'elle avait perdu cette finale face à Sloane Stephens. Elle a continué d'y croire et la voici vainqueur en Grand Chelem. On peut dire que c'est l'exploit de cette quinzaine, Madison Keys, parce qu'elle est allée le chercher. Elle a battu à la régulière la numéro 1 mondiale et la numéro 2 mondiale. Je faisais le parallèle avec Mary Pierce qui avait battu justement les têtes de série 1 et 2 en 95 pour aller soulever le trophée. C'est fort. Ah oui, c'est immense même, c'est tellement inattendu. Alors elle arrive gonflée de confiance avec une victoire à Adélaïde, hein, avec voilà, un quart, une victoire. Elle arrive avec beaucoup de bagages et on a vu que voilà, son tennis qui est hyper agressif, hyper à risque, par moments, il était extrêmement performant. À des moments, c'était plus compliqué. Il y avait des enchaînements de fautes directes sur certains matchs. Et je pense que toute cette confiance l'a aidé justement à ne pas trop se poser de questions à ce moment-là et continuer d'avancer, de continuer d'imposer. Elle a eu même des problèmes au service par moments avec des toutes petites doubles fautes qu'elle arrivait à peine. C'est des balles qui arrivaient à peine à passer le filet. Donc on se dit, OK, elle a fait un bon parcours, elle est arrivée en demi-finale et puis là, ça va s'arrêter de manière assez logique. Mais on a vu aussi que son tennis était hyper déstabilisant pour toutes les joueuses. Świątek s'est complètement perdu dans cette partie au niveau de son jeu, au niveau tactique aussi. Et puis après, il y a eu la magie à un moment donné qui a pu opérer en finale. Je trouve que c'est une très belle histoire, elle qui a été donc une finale il y a longtemps et puis quand même beaucoup de demi-finales, beaucoup d'échecs en demi-finale, de continuer à y croire aujourd'hui, coachée par son compagnon en plus. Je trouvais ça assez sympa et j'ai beaucoup aimé son sourire. Et elle est allée chercher, Romain, ce titre parce que Swiatek marchait sur ses adversaires pour arriver jusqu'en demi-finale, parce que Sabalenka était très en forme elle aussi, tenante du titre. Et elle les bat parce qu'elle sait gérer peut-être mieux que ces deux grandes championnes les moments chauds. Elle a sauvé une balle de match contre Swiatek. Ouais, elle a sauvé une balle de match contre Swiatek. Moi, j'aimerais même aller un petit peu avant. On parle de sa puissance et de ce qu'elle est capable de faire. Deuxième tour, elle bat Ruse en 3 manches. En huitième de finale, elle bat Rybakina en 3 manches. Elle bat en 3 manches Svitolina en quart de finale. Elle gagne en 3 manches. En demi, elle gagne en 3 manches en finale. Donc ça montre qu'elle a vraiment beaucoup travaillé physiquement pour arriver jusque-là. Sa puissance, elle l'a toujours eu. Manquait un peu de confiance pour mettre tout en place tout au long d'un tournoi. Sa première finale de Grand Chelem, il y avait du stress, elle est passée complètement à côté. Là, elle a de l'expérience, elle a été capable d'enchaîner les gros matchs, elle a eu un tableau très difficile. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est vraiment l'histoire de ce tournoi, hommes et femmes confondus. C'est assez extraordinaire. Et connaissant la personne, on va peut-être en parler, mais qui depuis 14 ans est annoncée comme la grande championne des États-Unis, c'est un déclic. Elle a 29 ans. On peut faire un petit parallèle avec Stan Wawrinka parce qu'à 29 ans, il remporte son premier Open d'Australie. Derrière, il se fait confiance. Alors, elle avait déjà une finale en Grand Chelem, Madison Keys. Mais Wawrinka, il se dit, mais ouais, en fait, je peux tous les taper, les mecs. Derrière, il gagne l'US Open et après, il gagne Roland Garros. Donc, moi, j'imagine ça pour Madison. Ça peut être le début de quelque chose où on peut aussi craindre à 29 ans que elle soit arrivée, ce soit l'aboutissement, parce qu'enfin, elle est allée chercher ce titre dont elle rêvait. Alors, c'est difficile à dire, mais... Alors, ouais, c'est difficile à dire, et quelque part, sans que ce soit une critique, le tennis féminin souffre, à un moment donné, un petit peu de « ça y est, cette joueuse va y arriver, ça y est, elle va enchaîner », et puis ça retombe assez vite. Donc oui, potentiellement, c'est pas impossible. Alors, peut-être pas à Roland-Garros, même si elle a déjà fait une demi, je crois, à Roland-Garros. Mais quand on voit le tennis pratiqué à l'US Open et même à Wimbledon, bien sûr qu'elle pourrait s'imposer si elle continue à jouer comme ça. Après, elle va être peut-être abordée d'une autre manière aussi par ses adversaires. C'est ça qui est fort aussi, ce qu'elle a fait, parce que depuis quelque temps, il y a quand même un noyau dur tout en haut de ce classement mondial chez les femmes. Ce sont les mêmes joueuses qui gagnent, Swiatek, Sabalenka, il y a eu Rybakina, qui est dans une période plus délicate, Coco Gauff. Et là, elle, on a le sentiment que ce ne sont pas les autres qui ont baissé de niveau, c'est elle qui s'est mise au diapason. Et donc, si elle continue à jouer comme ça, en plus, avec la confiance accumulée, elle peut de nouveau les battre, ces joueuses. Elle a posé des gros problèmes à Swiatek. Alors, ce sera peut-être une autre affaire sur terre battue. Mais j'ai l'impression que son jeu, son coup droit notamment, qu'elle peut jouer aussi assez bombé avec beaucoup de puissance, ne doit pas l'empêcher d'être
forte sur terre battue. Elle a déjà eu des bons résultats en Masters 1000, en WTA 1000 sur terre battue. Ouais, moi je pense qu'avec la confiance qu'elle a pu accumuler là, pourquoi pas aller faire un gros résultat à Roland Garros. En tout cas, elle faisait partie des belles histoires. Il y en a eu des retours. J'ai envie de vous demander un petit peu vos coups de cœur de ce tournoi dans les deux tableaux. Hommes et femmes, on n'a pas encore parlé des Français, par exemple. C'est Arnaud, je ne vais pas lui piquer les siens. Ah bah non, parce qu'on va forcément avoir le même chez les garçons. C'est la monf. Et ouais, c'est fabuleux. Tout aussi, ce qui s'est passé avant, le fait d'aller chercher le titre à Auckland, d'enchaîner de cette manière-là. Moi, je le trouve assez extraordinaire. Alors, on a dit plein de choses, et puis sur Gaël, sur son physique. Mais il y a aussi, je trouve aujourd'hui, sa manière de gérer les matchs qui est quand même différente. On le voit toujours aussi spectaculaire, sans avoir cette volonté de faire le show. En fait, il est naturellement spectaculaire et ça a pu peut-être lui coûter par moments un petit peu d'énergie et puis quelques points par-ci par-là, par cette volonté supérieure qu'il pouvait avoir de faire plaisir au public. Il fait plaisir au public de cette manière-là. Et aujourd'hui, Gaël, quand il joue comme ça, il joue top 10, quoi. Et à 38 ans, c'est assez prodigieux. Ça promet de belles choses pour 2025, pour Gaël Monfils. Et on n'aurait pas forcément dit ça. T'aurais pas dit Gaël ? Ah non, sur le coup de cœur. Non, sur le coup de cœur. Moi, c'est plutôt un coup de cœur et un coup de gueule qui est sur la même personne. C'est la hargne et la volonté d'un Novak Djokovic sur ce tournoi, ce qu'il a mis en place pour arriver à ce niveau-là. Alors, il y a eu cette blessure et c'est très dommage. Il a réussi à faire exploser Carlos Alcaraz. Je trouve qu'il a été bon aussi sur ce tournoi. Alors, il y a cette blessure. Mais le public australien, sur ce qui s'est passé, alors on voit Djokovic qui à la fin, on l'a vu dans le sujet, fait des pouces au public, mais ça ne doit pas exister dans le tennis. Le mec est blessé, ça montre qu'il n'est pas forcément apprécié partout, mais il faut respecter l'immense champion et certainement le plus grand champion que le tennis ait connu. Non, c'est pas possible. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça c'est pas possible. On en a un peu parlé pendant cette quinzaine du public. Moi j'avais fait le même coup de gueule sur la dernière émission à laquelle j'ai participé, et c'est complètement honteux, quoi, ce qui a pu se passer. Et on est passé donc du public le plus fair-play du monde à un des pires publics maintenant sur ce tournoi du Grand Chelem. C'est quand même assez effroyable de voir l'évolution qu'il a pu avoir, et j'ai du mal à l'expliquer. Quand on connaît le retour du Covid, c'est monté progressivement, mais c'était encore pire cette année. C'est quand même des amoureux de sport en Australie. C'est un pays qui aime foncièrement et qui a un respect justement qui a toujours un respect de l'adversaire énorme, et un public qui a toujours été très supporter. Là, on est parti dans une dérive qui est pour moi assez dure à comprendre. Oui, il a été bien hué et il a répondu après à ses détraqueurs, Novak Djokovic, en montrant à la radio de sa blessure qui n'était pas feinte. Pourtant, il a gagné 10 fois à l'Open d'Australie. Il est chez lui. Alors, il a une histoire un peu contrariée avec, quand il s'est fait renvoyer chez lui. Oui, il a passé du temps à l'hôtel aussi. Oui, à l'hôtel, à l'aéroport. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Et par rapport à Novak Djokovic, le petit flop peut-être de Carlos Alcaraz qui a complètement raté sa gestion de ce match, qui était plus fort sur la première manche, je trouve. Qui aurait dû enfoncer le clou face à ce Novak Djokovic diminué. Il ne s'attendait pas à ça, je pense. Il ne s'attendait pas à ça. C'est là qu'il fait son âge. Et alors, on parle souvent, nous, quand on est aux commentaires, dès qu'on a un match où il y a un joueur qui semble un petit peu blessé, on est toujours très attentif à ce qui se passe de l'autre côté du filet. Il faut continuer à jouer, il ne faut pas se préoccuper, il ne faut absolument pas regarder, ce qui est très très dur à faire. Et il l'a un peu regardé en ce moment. À ce moment-là, il a été un petit peu en attente de voir qu'est-ce qu'il pouvait donner. Et à ce moment-là, Novak Djokovic, il en a profité. Ça lui a donné un tout petit peu d'espace, justement, pour pouvoir gérer ce moment difficile. Mais c'est pas facile, c'est pas facile ce qu'il aurait fallu faire. C'est pas facile du tout à mettre en place. Mais je pense qu'un Novak Djokovic aurait réussi. Je pense qu'un Nadal aurait réussi. Je pense qu'un Federer aurait réussi à ce moment-là. Et c'est là qu'on... Ça le rend humain, Carlos Alcaraz. Ça le rend humain. Et là, ça nous ramène un tout petit peu aussi, même s'il a gagné 4 grands chelems, même s'il a déjà une expérience monumentale à ce niveau, à son âge. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que, pour revenir à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on arrive sur Sinner, attention, je pense qu'il a encore beaucoup de ressources et beaucoup de marge de progression. Et je pense que le Novak Djokovic en finale de Wimbledon il y a 2 ans est meilleur que le Novak Djokovic qui était là. Et là, Carlos Alcaraz, il sait qu'il n'est pas l'immense favori, il n'est même peut-être pas le favori de ce match, et il est à fond sur tous les points de la rencontre. Là, on le voit gagner le premier set, on le sent
on le sent un petit peu il l'a pris de haut du match. Il voit cette blessure. Je ne sais pas s'il le prend de haut. Je pense que c'est allé trop vite. Il est rentré dans un espèce d'engrenage. De l'autre commence à bien me retourner. J'ai plus de solution. Je ne sais pas quoi faire. Mais c'est parce qu'il n'a pas pris le match de la même manière que quand parce que là, il est favori au départ de ce match-là. Là, il ne l'était pas à Wimbledon et il l'a battu. Pour moi, c'est la gestion de l'avant-match qui n'a pas été bonne et ça a créé tout ce qui s'est passé pendant le match. Et puis il y a cette image étonnante où on sent toute la frustration dans cette imitation de Novak. Il est rentré dans sa tête, mais c'est ce qu'il voulait faire. Il le dit en plus en interview derrière. J'ai l'expérience pour gagner ce genre de match, pour faire tourner le match en ma faveur. Est-ce que Andy Murray a eu son rôle à jouer dans cette approche tactique face à Carlos Alcaraz? Non, mais après j'évoquais tout à l'heure sur Sinner, la manière dont il a géré sa journée difficile. Novak Djokovic, on sait qu'il sait parfaitement le faire. Alors après, certains peut-être ont pensé il a fait du cinéma à ce moment-là, et puis on a très bien vu le match d'après que ce n'était pas du cinéma du tout, qu'il a été soigné, qu'il a pris des antidouleurs, qu'il a réussi à gérer cette fin de partie, mais qu'il a été très gêné à un certain moment. Et du coup, Anne, je ne me souviens pas de ta question. C'était sur Andy Murray. Sur Andy Murray, oui. Sur l'approche tactique. Sur l'approche tactique. Il est entré dans sa tête, comme le dit Romain. Sans doute. Oui. Après, même s'il a avant l'habitude de ça. Avant Murray, il a réussi à le faire à d'autres reprises. Oui. Mais moi, je trouve... c'est un autre sujet, mais Murray, à ses côtés, pour moi, c'est toujours le champion qui cherche à aller chercher quelque chose en plus. Et il doit se poser la question, est-ce que ce grand rival qui a été le mien, qui m'a posé des problèmes au niveau tactique, au niveau de son jeu, est-ce que lui ne va pas pouvoir peut-être m'amener un petit truc en plus aujourd'hui, alors que physiquement, il est quand même conscient que c'est un petit peu plus compliqué par moment. Pas tout le temps, par moment, mais et j'aime cette recherche à son âge, encore une fois, du petit plus qui peut le faire progresser. On l'a vu soulagé en tout cas Murray quand Djoko bat Alcaraz en disant c'était un premier test. Demi-réussite déjà. Premier test en tant que coach. Bon après c'est dommage que cette blessure soit venue fausser les choses parce qu'on aurait aimé un Novak Djokovic à 100% jusqu'au bout parce que peut-être que face à ce Sinner-là il y aurait eu match. On ne refait pas l'histoire mais on espère qu'il reviendra en forme Novak Djokovic par la suite de la saison. Voilà, on va terminer là-dessus. Et avant de se quitter, un petit plaisir, un petit top des moments les plus drôles, des petits ratés de ce tournoi, l'Open d'Australie 2025. Ça y est, il craque, il a brisé sa raquette. Du tennis à venir évidemment, Rotterdam et Dallas la semaine prochaine sur Max, sur Eurosport à suivre en exclusivité. Et puis nous, on se retrouve dans Retour Gagnant pour en parler. Merci à Seb Petit, à Romain Kurtz
pour la préparation de cette émission. Merci à Nolwenn Bigouin et à Benjamin Popovic pour leur aide sur toute cette belle émission. Et puis on se dit à mardi prochain pour un nouveau Retour gagnant. Bye bye.